Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le Parlement nigérien a adopté lundi 24 juin un nouveau code électoral, ce en l'absence des partis de l'opposition qui le qualifient de mascarade. Ces derniers contestent le texte qui va régir les prochains scrutins, notamment l'élection présidentielle de 2021. Les investissements étrangers en Afrique de l'Ouest ont chuté de 15% en 2018 à 9,6 milliards de dollars, leur niveau le plus bas depuis 2006, régression qui s'explique essentiellement par la diminution pour la deuxième année consécutive des IDE au Nigeria. Et puis le Zimbabwe et le Mozambique libéralisent leur espace aérien, une nouvelle politique qui entre dans le cadre de la déclaration sur l'établissement d'un marché unique du transport aérien, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Un nouveau code électoral entre désormais en vigueur au Niger, voté à l'unanimité par les députés de la majorité. En l'absence des députés de l'opposition, ce nouveau texte de loi est décrié par ces derniers. Les députés de l'opposition rejettent ce nouveau code qu'ils jugent non consensuel. Ange Noménian. Après 2 années de tractation, le Niger s'est doté lundi 24 juin 2019 d'un nouveau code électoral. Voté à l'unanimité des 133 députés de la majorité, le nouveau texte de loi a été rejeté par les députés de l'opposition. Ces derniers ont d'ailleurs déposé une motion de censure contre le gouvernement. D'une manière générale, le code électoral a été élaboré de manière cavalière, dans la plus grande arrogance, parce que la majorité actuelle est une majorité mécanique. Il n'y a pas de véritable débat contradictoire au sein de l'hémicycle, à part les voix insuffisantes de l'opposition. Au cœur des dissensions à l'hémicycle, l'article 8 du Code électoral qui exclut l'opposant Hama Amadou des prochaines joutes électorales. En exil depuis 2016 à l'étranger, l'opposant nigérian risque de se voir écarté du prochain scrutin pour avoir été condamné à 1 an de prison dans une affaire de trafic international de bébés. Il faut reconnaître que c'est une disposition qui est injuste, même pas simplement par rapport à l'opposant Amadou. Donc ce qu'il faut, c'est que le Niger doit disposer d'un code électoral, impartial, consensuel, pour la simple raison que le Niger est partie prenante du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Plusieurs tentatives de révision consensuelle du code entre partis présidentiels et opposition n'ont pas abouti depuis octobre 2018. En 2018, l'Afrique de l'Ouest a connu une importante baisse de 15% des investissements directs étrangers. Selon le rapport 2019 de la CNUCED sur l'investissement dans le monde, la sous-région ouest africaine a perdu d'importants marchés en 2018, notamment au Nigeria. La locomotive économique de la sous-région a en effet enregistré une baisse de 43% d'IDE pour s'établir à 2 milliards de dollars en 2018. Siamlo Victoria Seji. Dans son rapport 2019 sur l'investissement dans le monde, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement révèle que l'Afrique de l'Ouest n'a reçu que 9,6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers IDE en 2018. Un montant en forte baisse de 15%, soit le plus bas niveau depuis 2006, selon le rapport. Quand vous avez des investissements étrangers, ils ne viennent que dans les secteurs où il y a le minimum de risques. Et ces risques, si les États s'amusent à les protéger dans des secteurs qui n'arrivent pas à créer de l'emploi ni des valeurs ajoutées, et si ces prix sont élevés, tant mieux, c'est ce qui s'est passé pendant un certain nombre de temps, dont des investisseurs sont venus. Si ces prix sont beaucoup plus mitigés aujourd'hui, voire un peu plus bas, écoutez, les gens quittent et vont là où il y a une meilleure opportunité. L'Afrique de l'Ouest serait-elle en train de perdre son attractivité économique? À en croire le rapport, à contrario de la sous-région ouest africaine, la tendance générale du continent est plutôt positive. Les IDE ont progressé de 11%. Il y a d'abord un déficit de financement. Il faut que l'environnement des affaires soit prévisible. Vous devez savoir que si un gouvernement fait un code d'investissement, ces lois soient plus ou moins respectées. Et si jamais ce n'est pas respecté, vous ayez un tribunal où vous pouvez aller et vous êtes plus ou moins garanti qu'une justice à peu près équitable va sortir. Ce n'est pas le cas. Devant le Nigeria qui a perdu sa place de premier bénéficiaire d'IDE, se positionne le Ghana qui en a perçu près de 3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire se situant à la 3e place devant le Sénégal. En pleine crise économique, le Zimbabwe a décidé d'interdire les transactions de devises étrangères. Annonce faite ce lundi 24 juin par le ministre des Finances. Une énième tentative visant à assécher le marché noir des devises et d'éviter le retour de l'hyperinflation. Kamesh Katapoulé.
Le Zimbabwe met fin à son système multidevises. Les transactions de devises étrangères sont désormais interdites dans le pays, une mesure annoncée ce lundi par la Banque centrale. L'utilisation des monnaies étrangères était en effet autorisée depuis 2009 suite à l'abandon du dollar zimbabwéen. La monnaie nationale, qui avait été fortement dévaluée en raison de l'hyperinflation, est désormais rétablie. À compter du 24 juin 2019, la livre sterling, le dollar américain, le rand sud-africain, le pula du Botswana et toute autre devise étrangère n'auront plus cours légal aux côtés du dollar zimbabwéen dans les transactions au Zimbabwe. En conséquence, le dollar zimbabwéen prendra effet à compter du 24 juin 2019 et sera l'unique monnaie légale au Zimbabwe dans toutes les transactions. Un retour au dollar zimbabwéen annoncé début 2019 par le gouvernement pour pallier à la pénurie en dollars américains sur le territoire. Une crise de liquidité qui a aggravé la situation économique du pays. La réintroduction de la monnaie locale apparaît selon le président Emmerson Mnangagwa comme le seul moyen pour le pays de se développer. Depuis qu'il a repris les rênes du pays en 2017, le président Emmerson Mnangagwa a fait de la question monétaire et du retour à la souveraineté monétaire une des variables à travers lesquelles on pourrait reconnaître une forme de normalisation dans le pays. Mais tant qu'il n'y a pas d'un côté un retour au dynamisme économique et à la croissance, et de l'autre côté de la discipline sur le plan budgétaire, il va être très difficile de faire en sorte que cette consolidation monétaire s'accompagne de succès. En février 2019, la Banque centrale avait annoncé l'abandon de sa quasi-monnaie, les bond-notes, les obligations émises en 2016, indexées sur le dollar américain. Une monnaie alors convertie en dollars RGTS, Real Time Gross Settlement, unité de référence des institutions, entreprises et particuliers. La mesure n'a toutefois pas suffi à enrayer l'inflation et la pénurie de biens de consommation dans le pays. Le 28 janvier 2018, l'Union africaine a annoncé la création d'un marché unique et libéralisé pour le transport aérien sur le continent. Si une trentaine de pays n'ont pas encore adhéré à ce projet lancé par l'institution panafricaine, le Zimbabwe et le Mozambique viennent de le faire en procédant à la libéralisation de leur espace aérien. Les deux compagnies aériennes pourront à présent desservir sans restriction toutes les destinations de l'autre pays. Gladys Mwamba. Le Mozambique et le Zimbabwe s'ouvrent mutuellement leur ciel. Les deux pays ont signé un nouvel accord le 21 juin 2019 à Maputo, capitale du Mozambique, autorisant les deux compagnies aériennes nationales à desservir n'importe quelle destination de l'autre pays. Le Mozambique et le Zimbabwe étaient déjà soumis à un accord aérien, tous deux signataires du marché unique africain du transport aérien, lancé le 28 janvier 2018 par l'Union africaine, mais les nouveaux termes signés mettent concrètement fin à toute mesure de protectionnisme. Les accords ont toujours existé. Nous voulons les mettre à jour pour répondre aux nouvelles exigences et directives en matière d'ouverture de l'espace aérien, ainsi que de la libre circulation. Ces deux pays limitrophes d'Afrique australe n'avaient jusqu'à présent aucune liaison aérienne. Cette libéralisation du marché devrait permettre un élargissement de l'offre, mais aussi une meilleure compétitivité des prix qui devrait bénéficier aux consommateurs. La libéralisation des espaces aériens a le grand avantage de réduire les coûts de transport et donc d'accélérer la mobilité des personnes et des biens au sein de la région africaine. Ça peut booster le développement de l'Afrique lorsque nous parvenons ainsi à réduire les coûts de transaction qui sont un obstacle majeur à l'expansion du marché intérieur africain. Le Mozambique maintient sa logique d'intégration sous-régionale, voire continentale. Le pays dirigé par Philippe Nyusi a d'ores et déjà annoncé de futures négociations similaires avec l'Afrique du Sud. L'Afrique centrale veut miser sur la maîtrise totale des maladies animales transfrontalières afin d'assurer la transformation et l'exportation de ces ressources animales de la manière la plus saine possible. Cependant, la sous-région fait face au manque cruel de structures vétérinaires de référence et de laboratoires de recherche pour atteindre cet objectif. Les différents États, à l'instar du Tchad, tentent d'amorcer une politique en la matière. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commentaire Marcel Farba-Maron. L'Afrique centrale compte environ 200 millions de têtes de bétail. Mais la sous-région manque des centres vétérinaires de référence pour prévenir et lutter contre les maladies animales transfrontalières. Selon certains experts, cette situation risque de compromettre le développement du secteur de l'élevage qui constitue l'une des principales sources de revenus des populations locales. Certaines maladies transfrontalières, c'est ça qui affecte beaucoup notre cheptel. Ça, nous sommes en train au moins d'avoir certains résultats. Et ces résultats sont encourageants, mais nous allons toujours demander à notre gouvernement d'exhorter les partenaires
telles que la Banque mondiale, l'Union européenne, de nous appuyer dans le cadre surtout de la préservation de notre cheptel en termes de santé. Ces pathogènes risquent de compromettre les efforts des États de la sous-région à diversifier leur économie. Pour y faire face, chaque pays membre a élaboré des stratégies nationales de lutte contre ces maladies animales transfrontalières et mandate la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC à mobiliser les ressources nécessaires pour leur financement. Vous savez que pour éradiquer une maladie, il faut nécessairement des ressources nécessaires. Pour cela, donc, chaque pays a adopté sa stratégie nationale pour éradiquer cette maladie. Maintenant, la CEVIBRA, en tant qu'institution sous-régionale, participera à la conférence de mobilisation des ressources à Bruxelles. Donc, cette conférence permettra d'avoir les ressources nécessaires pour compléter les ressources déjà existantes au niveau des pays. Pour rappel, selon de nombreux experts, pour une transformation industrielle et l'exportation des ressources animales de la sous-région, les États doivent avoir les moyens de prévenir et maîtriser tous les agents pathogènes des maladies transfrontalières pour une productivité saine. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.